Des maths dans nos, bonjour à toutes et à tous. Donc, Julien Pondavem, coordinateur du réseau Cohérence. Donc, Cohérence, c'est un réseau associatif. On existe depuis 98 et sur l'ensemble de la Bretagne, on intervient pour promouvoir l'ensemble des outils s'inscrivant dans des logiques de transition écologique et solidaire et qui s'appuient sur la participation citoyenne. On a un réseau à la fois d'adhérents individuels et d'associations. On intervient dans la vie de la cité, on intervient auprès des politiques publiques de la région, des départements ou des intercommunalités dans les domaines de l'énergie, de l'alimentation, des mobilités et de la participation citoyenne. Et puis on accompagne également des projets sur le territoire, type la sobriété heureuse, la sécurité sociale de l'alimentation. Et donc on organise des séries de webinaires, à peu près 4-5 par an, pour mettre en avant des expériences innovantes dans lesquelles les citoyens peuvent, et les citoyennes peuvent jouer un rôle. Et donc, l'idée, c'est en allant à la rencontre d'autres d'expériences réussies, de donner envie à d'autres de les dupliquer sur leur propre territoire. Voilà, donc bienvenue à vous pour donc, ce numéro 7 en cohérence, les rencontres de la transition. Et puis, on reste à votre disposition pour, si vous voulez coopérer avec nous sur d'autres sujets, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, je rends l'antenne. Est-ce que je commence la présentation? Parfait. Bon, bah, merci beaucoup, Julien et Oscar, pour l'introduction. Du coup, j'ai préparé quelques diapos, donc je vais partager mon écran. Dites-moi si euh, j'envoie une demande. Parfait. Bon, bah, du coup, on peut commencer la présentation. Bon, merci beaucoup. Pardon, viens de, voilà. Merci beaucoup, du coup, pour ce temps de présentation. Et en effet, donc, moi, je me présente rapidement. Bon, Oscar l'a déjà fait, mais donc, je travaille, donc, à Terre de Liens, Bretagne, donc, chargé de mission juridique. Et j'ai notamment comme mission de finaliser un projet de recherche pour lequel l'association reçoit des financements de la région Bretagne dans le cadre d'un appel à projet recherche et société, et donc projet de recherche qui porte sur les expérimentations citoyennes d'accès collectif au foncier agricole. Et donc, notamment, l'objectif de ce projet de recherche, c'est donc d'analyser et de faire un état des lieux de ces expériences citoyennes, notamment en Bretagne. Et donc, à ce titre, une analyse des GFA et SCI citoyens, qui d'ailleurs ont été accompagnés à leur création par Terre de Liens Bretagne entre, en gros, 2010 et 2020. Et donc, moi, je travaille dans ce projet de recherche sur le volet plutôt juridique. Alors, cette présentation va pas avoir un axe très très juridique pour pas vous perdre, mais évidemment dans la partie questions-réponses, vous pourrez, si vous avez des questions à ce sujet, je serai ravi d'y répondre. Donc voilà, cette présentation est plutôt générale sur les GFA, donc et SCI citoyens comme outil collectif pour la préservation des terres agricoles. Donc voilà, ça s'inscrit pleinement dans l'activité de cohérence comme outil citoyen pour une épargne du coup épargne solidaire dans le domaine agricole. Donc, un peu pour commencer la présentation, je vais un peu je pense que c'est important un peu de parler de la situation, donc de la préservation du foncier agricole et de l'accès à la terre, puisque c'est un peu la vocation première des GFA et ses citoyens, puisque ces deux objectifs, ces deux axes sont aujourd'hui et depuis quelques décennies confrontés, menacés par les tendances structurelles de l'agriculture française, sous divers facteurs. Le premier facteur principal qu'on peut évoquer, c'est la difficulté pour des porteurs de projets de s'installer en raison de la propriété foncière qui est difficilement accessible, principalement puisque les prix des terres agricoles est très élevé, donc ça représente un investissement considérable pour des porteurs de projets qui en plus font face à une concurrence croissante sur le marché, face à l'agrandissement de certaines exploitations dans un marché en plus qui est un marché fermé, c'est-à-dire que finalement sur toutes les terres agricoles en France, il y a peu de terres qui sont mises en vente et en plus c'est un marché qu'on peut dire qui est un peu opaque, c'est-à-dire que les porteurs de projets ont du mal à avoir des informations sur la mise en vente des terres, donc pour avoir accès à ces terres. Donc tout d'abord une propriété foncière difficilement accessible pour développer son projet agricole. Ensuite, je l'ai mentionné, un phénomène depuis plusieurs décennies de
concentration des exploitations agricoles, c'est-à-dire que les exploitations agricoles sur le territoire français sont de moins en moins nombreuses et deviennent de plus en plus grandes. Donc, pour vous donner une idée du chiffre, on a une diminution du nombre d'exploitations agricoles de l'ordre de 20% et une augmentation de la surface agricole utile moyenne de 14 hectares par exploitation. Ça, c'est les chiffres au niveau national, mais les chiffres au niveau de la région Bretagne sont sensiblement les mêmes, avec une diminution un peu plus importante de l'ordre de 24%. Donc, une concentration des exploitations agricoles, un agrandissement des exploitations agricoles au détriment donc de projets de petite envergure, de petits porteurs de projets qui ont du coup du mal à s'installer et accéder à la terre. Un autre facteur important, et non pas des moindres, c'est l'artificialisation des sols et la consommation des espaces agricoles. Alors, sur ce sujet, on pense notamment à l'extension de l'urbanisation qui, évidemment, se fait au détriment des espaces naturels et agricoles. Mais un autre phénomène dont on parle moins, mais qui fait aussi partie, donc qui contribue à la réduction des espaces agricoles, c'est ce qu'on appelle et ce que la Fédération nationale des SAFER appelle la consommation masquée des espaces agricoles, c'est-à-dire de l'achat de terres agricoles par des populations, enfin par un public non agricole pour un détournement de ces terres, c'est-à-dire de l'achat de terres agricoles pour d'autres usages, des usages de stockage, des usages de loisirs, des usages de mise à distance du voisinage. Et donc, ce sont des terres qui finalement sont achetées mais qui finalement ne vont pas avoir un usage agricole et on estime qu'entre 15 000 et 20 000 hectares par an sont finalement détournés de leur vocation agricole par ce biais-là. Euh, un autre facteur important, c'est un facteur générationnel, puisque disons, on est face à un vieillissement de la population agricole et un manque de relève pour les générations qui partent à la retraite. Donc, in fine, on se retrouve dans une situation où on a plus de départs à la retraite que de nouvelles installations. Et avec ce décalage, on estime que d'ici 10 ans, donc d'ici 2030, si aucune politique publique ambitieuse n'est mise en œuvre, 20% des exploitations qui existent aujourd'hui pourraient disparaître faute qu'il y ait ce renouvellement générationnel pour reprendre des terres et donc ce qui menace la préservation des terres agricoles et finalement la survie des terres agricoles qui in fine peuvent aussi aller à l'agrandissement et non pas profiter à des nouveaux porteurs de projets. Donc on voit clairement ici un contexte menaçant pour la préservation des terres agricoles et l'accès à la terre qui sont menacés par ces tendances. Donc ça, c'est le contexte dans lequel on est. Ce qui permet donc de faire le lien avec les GFA et ces citoyens donc qui ont comme objectif de répondre à ces menaces. Et avant donc d'aborder la spécificité de ces outils citoyens, je présente rapidement ce que c'est donc un GFA et une SCI. Donc GFA, comme l'a bien évoqué Oscar, c'est un groupement foncier agricole, c'est un outil véritablement un outil de la politique foncière agricole qui a été créé dans les années 70 et je dis outil de la politique foncière agricole puisqu'il permet en réalité, c'est une société commerciale, une société civile qui permet de dissocier la propriété du foncier de l'activité agricole. C'est-à-dire que le GFA va être constitué en tant que société, il va acheter la terre et c'est la société qui va louer la terre à un ou à des paysans et donc, on va avoir cette dissociation-là entre la propriété de la terre et de l'activité agricole qui va permettre la conservation d'un patrimoine agricole et sa transmission à d'autres exploitants. Ce système-là de foncier sous la propriété d'un GFA que le GFA met à bail, c'est ce qu'on appelle un GFA bailleur. Donc, c'est la fonction première d'un groupement foncier agricole. Et donc, le groupement foncier agricole a donc pour objet, pour vocation d'acheter et de gérer du foncier ou du bâti agricole, alors que la société civile immobilière a une vocation plus générale d'acquisition et de gestion d'immobilier, que le foncier, que l'immobilier soit agricole ou pas. Donc, il a une vocation plus générale. Et aussi, je ne rentre pas dans les détails, mais on pourra y revenir après, la société civile immobilière permet
la participation de personnes morales dans son capital, alors que le GFA ne le permet pas, mais on verra ça plus tard. Donc, si on voit le schéma de gauche, en gros, le fonctionnement d'un groupement foncier agricole ou d'une SCI, il est très simple. Ce sont des personnes, donc des associés, qui vont réunir du capital, ils vont apporter des parts sociales donc pour constituer la société qui va être constituée d'un capital social, donc soit la société civile immobilière, soit le GFA. La société, la SCI ou le GFA va être géré par des gérants donc, qui vont administrer la société. Les décisions de la société vont être donc décidées une fois par an, en général en assemblée générale, qui vont réunir tous les associés qui ont apporté du capital. Et donc, la société GFA ou SCI, qui a réuni un capital pour acheter du foncier agricole, va acheter des terres et va les louer à un ou des agriculteurs qui va exploiter les terres et en échange payer un loyer via la signature de ce qu'on appelle un bail rural entre le GFA ou la SCI et l'agriculteur. Donc ça, c'est le fonctionnement général d'un GFA ou d'une SCI dans un contexte agricole. Et les GFA les GFA et SCI constitués par des citoyens et des paysans dans disons ce régime classique vont avoir des spécificités que vous voyez ici. Donc première spécificité, et objectif disons, c'est véritablement la préservation des terres agricoles, puisque l'objectif premier d'un GFA et d'une SCI constituée par des citoyens, ça va être d'acquérir du foncier agricole pour permettre l'installation d'un porteur de projet et de garder ces terres dans le capital de la société sur le long terme. C'est ce qu'on appelle du stockage de long terme, ce qui va en réalité permettre de sortir définitivement ces terres agricoles du marché et en quelque sorte lutter contre la spéculation foncière et la revalorisation de ces terres, donc revalorisation sur le long terme qui pourrait porter atteinte à une transmission de ces terres. Donc objectif premier, c'est de préserver les terres agricoles en les conservant dans le patrimoine de la société sur le long terme. Autre objectif, donc en relation donc à la préservation des terres agricoles, c'est faciliter l'accès à la terre aux paysans, puisque finalement, ce que le GFA ou le SCI va permettre, c'est de décharger le paysan de l'investissement foncier. Ce n'est pas le paysan qui va acheter le foncier, puisqu'il va uniquement le louer, et ça va représenter un avantage considérable pour le paysan ou la paysanne qui va pouvoir concentrer l'investissement et ses efforts sur les investissements productifs et non pas sur l'investissement foncier qui aura déjà été fait par le GFA ou la SCI citoyenne. Ce déchargement-là, ce fonctionnement-là permet aussi de sécuriser l'activité du paysan ou de la paysanne et de garantir une autonomie dans son activité via ce que l'on appelle le bail rural conclu pour donc le bail rural classique qui est conclu pour une durée de 9 ans et qui est aujourd'hui très protecteur pour le paysan et la paysanne. On pourrait y revenir après, si vous voulez, mais c'est un cadre très protecteur qui permet de réaliser son activité en autonomie et de façon sécurisée. Également, sur le sujet de l'accès à la terre et la préservation des terres agricoles, ce fonctionnement-là va permettre faciliter la transmission de la terre sur le long terme, puisque finalement, les paysans, si jamais un paysan, voilà, a conclu un bail avec le GFA ou la SCI citoyenne, il va par exemple partir à la retraite, il va pas devoir, le nouveau paysan qui va prendre la relève ne va pas devoir racheter les terres, mais il va uniquement conclure un bail, ce qui va grandement faciliter la transmission de la terre sur le long terme. Donc ça, c'est en ce qui concerne les objectifs premiers des GFA et ses citoyens en matière, disons, de préservation de l'accès à la terre et de préservation de foncier agricole et de l'accès à la terre. Et ensuite, en ce qui concerne le fonctionnement, les spécificités générales donc des GFA et ses citoyens donc vont réunir des citoyens, vont permettre en réalité de réunir, vont constituer des outils d'épargne solidaire, puisqu'il va permettre aux citoyens d'épargner pour un projet d'installation concret et un projet territorial, un peu à l'inverse de ce que fait, si vous connaissez un peu le mouvement Terre de Liens, qui permet effectivement aux citoyens de prendre au départ dans ce qu'on appelle la foncière Terre de Liens, qui elle aussi va racheter des terres, mais ici, ça va être vraiment un investissement sur une ferme, vraiment, donc un projet concret et le projet d'un paysan identifié.
Le GFA et la SCI citoyen vont aussi vont mettre en place, en général, c'est ce qu'on constate au niveau des GFA et SCI citoyens, c'est une gouvernance démocratique, c'est-à-dire que lorsqu'il faut prendre des décisions en assemblée générale, chaque associé va disposer d'une voix en assemblée générale, peu importe de la part du capital qu'il détient. C'est-à-dire que même si il y a un associé qui détient 100 euros de part sociale et un autre associé qui va détenir 5 000 euros de part sociale, en général, les règles qui vont être fixées par les GFA et CI citoyens, c'est un associé, une voix, indépendamment du capital détenu. Enfin, un autre aspect important des GFA et CI citoyens, c'est que ces sociétés citoyennes vont mettre en place des règles et un fonctionnement, ce qu'on appelle la lucrativité limitée, c'est-à-dire que les bénéfices qui vont être générés vont être premièrement assez symboliques finalement, puisque les seuls bénéfices qui vont être générés par ces sociétés vont correspondre au fermage, donc au bail qui a été conclu avec le paysan, qui généralement génère des excédents assez symboliques, puisque généralement la valeur minimale des baux qui est fixée par la loi est peu élevée justement pour sécuriser les paysans. Donc les bénéfices qui vont être dégagés vont être symboliques. Et très très souvent, ces bénéfices ne vont pas être redistribués parmi les associés, mais vont être mis en réserve donc dans le capital, dans les réserves de la société, du GFA ou de la SCI pour pouvoir contribuer donc à l'activité de la société. Donc finalement, une lucrativité limitée ou voire pas de lucrativité du tout. Donc ici, l'objectif, c'est pas de générer des bénéfices, mais véritablement de réunir de l'épargne citoyenne pour permettre l'installation de porteurs de projets qui puissent accéder au foncier et développer donc leur projet agricole. Donc ça, c'est dans les grandes lignes le fonctionnement des GFA et SI citoyens et les objectifs qui se proposent justement pour répondre donc aux menaces que j'ai présentées en introduction. Et donc, pour vous donner quelques chiffres de ces sociétés citoyennes en Bretagne, dans les grandes lignes, donc sur le territoire breton, comme je vous ai dit, Terre de Liens, l'association Terre de Liens Bretagne a accompagné à la création 40 GFA et CI citoyens. Quand je dis accompagné à la création, c'est tout simplement que Terre de Liens Bretagne a été sollicité en amont par un collectif de citoyens en lien avec des paysans pour développer un projet Terre de Liens Bretagne. Donc, les a accompagnés pour la rédaction, la mise en place des statuts, la mise en place de l'Assemblée générale constitutive. Donc, on a en tout 40 GFA et CI citoyens accompagnés à la création par Terre de Liens. Mais plus généralement, au-delà de ces GFA et CI accompagnés par Terre de Liens Bretagne, on compte en tout 60 initiatives citoyennes, donc à peu près répertoriées sur le territoire breton. Il y en a sûrement plus, mais de celles répertoriées, 60 initiatives citoyennes en tout, donc qui vont au-delà des GFA et CI citoyens, j'en parlerai un peu à la fin. Sur ces 40 GFA et 6 citoyens accompagnés par Terre de Liens Bretagne, on compte environ 60 paysans et paysannes donc installés, pour lesquels donc leur projet a pu être donc rendu possible grâce à ce modèle d'acquisition collective du foncier. Environ 660 hectares préservés en agriculture biologique ou en agroécologie, puisqu'il faut savoir que également dans les objectifs de ces sociétés citoyennes, l'objectif, c'est évidemment de mettre en place des pratiques agricoles vertueuses, donc via l'agriculture biologique ou l'agroécologie, et via ce qu'on appelle un bail rural à clause environnementale, donc qui permet le maintien de pratiques donc écologiques, agroécologiques existantes ou le maintien d'infrastructures écologiques existantes. On pourrait y revenir après, donc qui permettent en gros d'avoir une production agricole vertueuse en matière écologique. Et donc, dans le capital de ces 40 GFA et 6 citoyens, on compte une moyenne de 100 associés par GFA et 6 citoyens. Après, on peut évidemment avoir des GFA et 6 citoyens qui comptent, par exemple, 250 associés, donc plus du double, et des projets agricoles très divers, donc en individuel ou en collectif, avec des productions diverses, avec une plus forte récurrence de la production maraîchère et de la polyculture élevage. Donc ça, c'est donc quelques chiffres généraux sur ces sociétés citoyennes et sur les projets qu'elles portent au niveau du territoire breton.
Et donc pour avoir un cas plus concret, donc une idée plus concrète du fonctionnement de ces sociétés, je ne sais pas si vous arrivez à voir, parce que moi j'ai la bannière du Zoom au-dessus, mais je vous propose une petite étude de cas d'un GFA qui s'appelle le GFA Solambio, donc qui s'est constitué dans le département des Côtes d'Armor. Donc c'est un GFA qui a été accompagné à la création par Terre de Liens Bretagne. Donc c'est un GFA qui a été créé en 2009 et l'idée c'était de constituer un GFA autour d'un projet d'installation porté par des paysans qui souhaitaient s'installer dans une activité de paysannerie boulangerie sur la commune d'Erquy. La première acquisition donc le GFA a été créé en 2009, mais l'acquisition a été faite de la terre qui permet l'installation de ce projet en 2013. Donc on avait à l'époque 5 hectares de foncier agricole avec ce projet paysan de paysannerie boulangerie, un capital initial de 24 000 euros et 58 associés. Et donc finalement, la dynamique de ce GFA était très positive et donc a bien fonctionné sur un territoire en plus où il y a une très forte demande de porteurs de projets pour s'installer. Et donc en 2021, il y a eu donc un projet qui s'est concrétisé, un projet d'agrandissement avec des acquisitions foncières supplémentaires qui ont été faites par le GFA pour permettre de nouveaux projets d'installation agricole, donc notamment pour deux nouveaux projets, un projet pour une paysanne galetière donc qui produisait des galettes de sarrasin et aussi un autre projet d'installation en élevage caprin. Donc, pour la mise en œuvre de ces acquisitions foncières pour permettre l'installation de ces paysans, il y a eu un appel à souscription de capital, donc pour augmenter le capital. Et donc, plus de 30 hectares ont été acquis grâce à ces nouveaux apports de capital qui ont permis donc l'apparition de deux nouveaux projets paysans et donc avec des apports de plus de 200 000 euros de capital, avec cette augmentation de capital, et donc les associés sont montés de 58 associés à 160 associés. Et donc, encore en continuant avec cette dynamique positive, aujourd'hui, le GFA s'est encore agrandi pour accueillir encore un autre porteur de projet au sein de son activité, notamment pour deux porteurs de projets en cours pour un élevage de brebis. Donc, aujourd'hui, le GFA compte environ 70 hectares environ 500 000 euros de capital. Donc, le capital a plus que doublé par rapport à 2021 et donc 250 associés. Quand vous voyez par exemple le témoignage en bas à droite de Mathieu, qui est donc l'éleveur de brebis, pour lui individuellement, disons agrandir son projet, cela représentait 200 000 euros d'investissement foncier. Et donc c'est grâce au GFA donc que cet investissement foncier a pu être fait donc par le GFA et non pas par lui, ce qui lui a permis donc de mener à bien son projet agricole sur la durée. Donc voilà, ces projets ont concrètement été facilités et ont pu voir le jour grâce à l'intervention des GFA et donc de ce GFA en question et donc à cet agrandissement et donc à cette dynamique vertueuse sur le temps long. Donc, une fois qu'on a vu donc les objectifs généraux, un peu des GFA et ses citoyens, leur mode de fonctionnement, quelques chiffres sur le territoire breton et une étude de cas, c'est quand même important d'avoir en tête les bonnes pratiques qu'on peut un peu, disons, recommander sur ce type d'outils collectifs citoyens à mettre en place et également quelques points de vigilance sur lesquels évidemment que je pourrais développer après si vous avez des questions, bien sûr. Peut-être principal point bonne pratique à avoir, c'est véritablement en amont, sur le collectif de citoyens, avoir une réflexion collective sur les statuts et sur les règles statutaires à mettre en place, parce qu'il faut savoir qu'il y a certains aspects, donc voilà, qui vont vraiment, déterminer donc la vie sociale de ces sociétés. Par exemple, fixer le quorum des assemblées générales. Le quorum, c'est le nombre d'associés minimum qu'il faut pour qu'une assemblée générale puisse avoir lieu. Et on constate souvent que ces sociétés citoyennes fixent un quorum assez élevé au début et qu'après elles ont du mal à réunir les associés nécessaires en assemblée générale et donc elles doivent revoir ce quorum. Donc c'est important dès le début d'avoir une réflexion collective pour fixer par exemple un quorum qui soit ni trop élevé ni trop bas pour pouvoir
à la fois avoir la tenue des assemblées générales, mais à la fois, disons, avoir suffisamment d'associés pour assurer une certaine légitimité sur les décisions qui sont prises sur chaque assemblée générale. Également une discussion sur la valeur des parts sociales, puisque évidemment, si on fixe une valeur de la part sociale à 100 euros, ce n'est pas la même chose que si on fixe une valeur de la part sociale à 250 euros, qui est plus difficilement accessible. Une part sociale plus élevée permet un peu de limiter donc le nombre d'associés, ce qui permet à terme peut-être de faciliter la gouvernance, puisque c'est vrai que quand il y a plus d'associés, la gouvernance est un peu plus complexe. Mais en même temps, en mettant une valeur de la part plus élevée, on limite évidemment l'investissement pour des associés qui peuvent ou qui souhaiteraient investir, qui souhaiteraient épargner donc un montant moins important. Un autre point à avoir en tête, c'est la fréquence à laquelle les cessions de parts sont autorisées sur ces sociétés, puisqu'il faut savoir que certains associés souhaitent à terme vendre leur part sociale, soit parce qu'ils en ont besoin économiquement, soit parce qu'ils souhaitent se retirer du capital. Et donc, généralement, les statuts fixent une cession de parts tous les 3 ans ou les 5 ans. Donc, il faut avoir une réflexion sur quelle fréquence autoriser ces cessions de parts, sachant que ces cessions de parts, comme on va voir après, ont un impact sur les formalités administratives qui doivent être faites par la gérance de ces sociétés. Une autre bonne pratique à avoir en tête, c'est vraiment asseoir des pratiques vertueuses en matière de cogérance, puisque on constate souvent que sur certaines sociétés, sur certains GFA et sur certaines SCI, la cogérance repose beaucoup sur le paysan ou la paysanne qui, par exemple, a été à l'initiative donc du projet et qui a souhaité réunir des citoyens pour réunir de l'épargne et créer le GFA et la SCI. Et souvent, ces paysans se retrouvent donc non seulement avec la charge de leur activité agricole, mais aussi avec la charge de la gestion du GFA ou de la SCI. Et donc, pour ne pas surcharger le paysan, c'est important quand même d'avoir une cogérance qui repose donc sur les associés, sur des associés bénévoles, une cogérance, pourquoi pas aussi, qui ait des compétences en matière juridique ou en comptabilité, mais aussi une cogérance où il y ait une répartition équilibrée du travail entre les cogérants, que ça ne repose pas sur un seul cogérant, et surtout qu'il y ait que le renouvellement de la cogérance soit assuré parce qu'on se retrouve aussi face à des situations avec des co-gérants bénévoles, des gérants bénévoles qui ont géré un GFA, une ECI pendant des années déjà et qui ensuite souhaitent se retirer, mais qui n'ont pas fait la transmission de la gérance. Et donc, ça peut être difficile pour des nouveaux gérants de prendre la relève quand il n'y a pas eu cette transmission-là, surtout en ce qui concerne les formalités administratives à réaliser, ce qu'on verra après. Et enfin, donc sur les bonnes pratiques, c'est aussi important de prévoir une animation de la vie sociétaire afin d'impliquer, de mobiliser les associés, notamment lors des assemblées générales, puisque c'est vrai que ce qu'on peut constater sur le temps long, c'est qu'il est peut-être plus facile de mobiliser des citoyens, des épargnants au début du projet, donc pour les souscriptions au capital, donc pour mobiliser des fonds. Mais sur le temps long, une fois que le foncier a été acquis par la société et que le porteur de projet a été identifié et que le projet s'est concrétisé, il est difficile de mobiliser les associés pour les réunir en assemblée générale, puisqu'il y a un phénomène naturel d'essoufflement, un peu d'inertie. Et donc, on constate des stratégies aussi pour justement animer, pour inciter les associés à venir en assemblée générale. Par exemple, faire une visite à la ferme, des repas conviviaux, faire des interventions, des conférences lors des assemblées générales par des personnes qui ont un lien avec le GFA. Donc, vraiment prévoir une animation autour du sociétaire autour des assemblées générales pour pouvoir assurer une participation sur le temps long des associés et qu'il y ait une certaine vivacité sociétale sur le temps long. Donc ça, c'est grosso modo pour les bonnes pratiques à avoir sur le temps long, mais il y a aussi des points de vigilance qu'il faut avoir en tête, et c'est des points de vigilance importants, et je vais peut-être commencer par le premier point de vigilance qui ressort très très souvent donc des GFA SCI déjà constitués, c'est qu'il faut savoir que le GFA ou la SCI, à chaque fois qu'il y a un changement d'associé par des cessions de parts, une augmentation, une réduction du capital de la société ou même un décès d'associé, chaque changement ou chaque décès d'associé doit faire l'objet d'une formalité administrative, notamment auprès donc du greffe du tribunal de commerce. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu technique, mais n'hésitez pas à me poser des questions après. Mais on constate souvent que ces formalités sont assez lourdes pour les gérants puisque il faut fournir une série
série de documents donc pour le greffe et ces informations sont souvent contradictoires. Le contact n'est pas facile avec le greffe. Chaque greffe pour chaque zone géographique, pour chaque département a des exigences différentes et on voit que c'est quand même des formalités assez chronophages pour les gérants. Donc, en tout cas, ça, c'est un point de vigilance à voir et c'est en tout cas une limite qui ressort assez fortement aujourd'hui dans le fonctionnement de ces sociétés citoyennes pour lesquelles aujourd'hui on a pas mal de recul et pour lesquelles on essaye aussi de trouver des solutions, donc au niveau de tous les GFA, mais aussi au niveau de Terre de Liens Bretagne. Un autre point de vigilance à avoir aussi, ça c'est plus sur le capital de ces sociétés, c'est que finalement, pour l'entrée au capital dans les GFA, et ça c'est seulement en ce qui concerne les GFA et non pas les SCI, seulement quelques personnes morales peuvent entrer au capital d'un GFA. Par exemple, la SAFER, c'est les sociétés d'aménagement foncier d'établissement rural. Seulement elles peuvent entrer au capital et d'autres et certaines autres personnes morales, mais par exemple des associations ou des entreprises de l'ESS, des coopératives ne peuvent pas participer au capital des GFA, ce qui peut un peu limiter quand même le fonctionnement de ces sociétés qui veulent par exemple attirer des fonds de personnes morales de l'ESS. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, donc seulement des personnes physiques peuvent participer au capital des groupements fonciers agricoles. Et un autre point de vigilance à voir, c'est que les collectivités territoriales ne peuvent pas non plus participer au capital des GFA et des CI, donc qui empêchent finalement ces sociétés citoyennes de s'inscrire dans un projet territorial et empêchent aussi les collectivités d'apporter leur soutien au capital dans ces sociétés citoyennes. Un autre point de vigilance plus général, c'est que en réalité, ces sociétés, les GFA et les CI, ne relèvent pas juridiquement de l'économie sociale et solidaire, alors que, comme on l'a vu plus tôt, factuellement, ces sociétés, disons, s'assimilent à des acteurs de l'ESS, puisque finalement, elles instaurent une gouvernance démocratique, le principe une personne égale une voix. Elles ont une lucrativité limitée, voire n'ont aucune lucrativité. Et puis, ces sociétés poursuivent un objectif d'utilité sociale. Donc, factuellement, elles s'assimilent à des acteurs de l'ESS, mais juridiquement, elles n'ont pas cette reconnaissance-là et donc ne bénéficient pas de certains avantages liés à l'économie sociale et solidaire, notamment des avantages fiscaux, des avantages de gouvernance, dont bénéficient d'autres types de sociétés qui relèvent de l'ESS, notamment la Société coopérative d'intérêt collectif, la SCIC, qui, on voit aujourd'hui, apparaît de plus en plus pour des projets citoyens d'accès collectif. Donc, de plus en plus, on voit des citoyens qui vont former ce genre de société-là donc au-delà des GFACI pour acquérir du foncier et permettre l'installation de projets agricoles en réponse à certaines limites des GFACI, mais on pourra y revenir bien sûr après dans les questions si vous en avez à ce sujet. Donc ça, c'est en gros les bonnes pratiques qu'on peut identifier dans la vie sociale de ces sociétés et les points de vigilance. Ce qui me permet donc de conclure donc un peu la présentation. Donc, et si vous souhaitez aller plus loin sur les trajectoires des GFALCI citoyens, je vous invite à lire un document qui est disponible sur le centre de ressources de Terre de Liens, donc qui est publiquement accessible, où vous avez 9 monographies donc des trajectoires de GFALCI citoyens à la fois sur le territoire breton et sur le territoire national, et donc qui vont éclairer un peu ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc, je vous invite à le lire. Et donc, je vous remercie pour votre attention de ma présentation que j'ai faite.